Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Paul Feuglet pour nous parler d'engagement des managers. Engager vos managers, c'est l'injonction indispensable pour réussir les transformations. On va avoir une masterclass passionnante. Bonjour Paul. Bonjour Roland, merci pour cette belle invitation sur ce bon sujet. On est ravis de t'accueillir. Merci à tous aussi de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi incroyables. Aujourd'hui, vous êtes plus de 300 inscrits sur LinkedIn et sur GoToWebinar, sur les deux canaux de diffusion de ces masterclass. Merci à tous de votre fidélité. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Francis Barrel, le CEO de PayPal, qui nous a parlé de la révolution du social commerce et pourquoi le social commerce a explosé en Chine et a du mal à se développer aux États-Unis et en Europe. Et au cœur de toutes ces révolutions, il y a les moyens de paiement dont PayPal est un des leaders. Je vous invite à retrouver cette masterclass qui est absolument passionnante sur les enjeux du e-commerce sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée, les masterclass Incentive. Francis Barrel, CEO de PayPal France. Alors, les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciels français qui aide les entreprises dans une vingtaine de pays dans le monde, qui aide surtout les managers. Incentive, c'est une application mobile, une plateforme des managers pour coacher leurs équipes, pour aider les managers à accueillir les nouveaux, à animer la performance au quotidien et à coacher chaque collaborateur vers l'amélioration continue pour l'aider à se développer. Voilà, Incentive travaille dans la banque, l'assurance, les télécoms, avec des clients comme Orange, l'industrie, les clients comme Air Liquide, voilà, beaucoup de secteurs différents. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous aussi vous voulez aider vos managers, les engager et les aider à coacher leurs équipes. Voilà, la page de publicité est terminée. On a le plaisir d'accueillir Paul. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de Paul, s'il te plaît? Alors, oui, bonjour, vous êtes Paul Foglet, vous êtes un expert en leadership, en innovation et en gestion des ressources humaines. Avec une expérience impressionnante dans le monde de l'entreprise, diplômé de Centrale Supélec, vous commencez votre carrière en tant que consultant en stratégie chez Arthur D. Little, où vous acquérez rapidement une excellente compréhension des défis du monde digital. Après cela, vous travaillez au sein du groupe Casino pendant 8 ans, en tant que directeur exécutif en charge de l'innovation et de la transformation digitale des processus clés. Vous vous intéressez aux dynamiques de leadership et accompagnez des COMEX dans leur réflexion de gouvernance et de transformation culturelle. Ensuite, en tant que DRH du groupe Bayard, vous accompagnez la réflexion sur le rôle du management pour créer un environnement de travail positif et stimulant pour les collaborateurs. Fort de ces expériences, vous fondez Anteas, un cabinet de coaching, de formation et de communication spécialisé dans l'accompagnement manager et de leurs équipes. Grâce à votre expertise pointue et à votre passion pour l'innovation managériale, vous aidez aujourd'hui les entreprises à créer des équipes performantes et heureuses. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci Jules. Des équipes performantes et heureuses, on en rêve tous. Tu as, à travers ton expérience, eu l'occasion d'être confronté à des grandes entreprises, à des PME au sein du groupe Bayard. Bayard, c'est une agrégation de plein de petites PME dans l'univers de la presse. En tant que consultant, tu as aussi vu des cas d'école très différents. Fort de toute cette expérience, on dirait qu'aujourd'hui, le manager est dans une sorte de crise existentielle. Où il y a beaucoup de managers qui semblent désengagés et il y a beaucoup de responsabilités que le leadership fait porter sur les épaules du manager pour engager les équipes dans les transformations. Quelle est ta perspective aujourd'hui sur cette crise existentielle du manager? C'est effectivement une crise assez marquée parce que dans beaucoup d'entreprises, on a du mal à trouver des managers, des volontaires pour devenir manager et assumer cette responsabilité. C'est un peu comme s'il y avait une crise même de l'autorité, puisque on cherche de plus en plus de sens, tout est beaucoup plus délicat. Et
de même qu'on a du mal à recruter, on a du mal à trouver des volontaires pour être manager. Alors, le rôle de manager est évidemment très difficile puisqu'il est le relais, courroie de transmission de la direction générale, du leadership vers les équipes. Il a aussi souvent un rôle opérationnel. Il doit conduire des projets, conduire des transformations. C'est le grand écart à plein d'égards. Aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment, c'est cette difficulté à assumer le rôle et ces revendications des équipes qui sont de plus en plus marquées, de plus en plus fortes, avec la remise en cause même de la légitimité du management et de la hiérarchie. Donc, c'est un peu le sujet du moment, c'est l'engagement. Encore une fois, merci pour cette invitation sur ce thème-là. Et bien sûr, il a un rôle clé d'influence pour son équipe et il a un rôle clé aussi de challenge, presque de guidance aussi vers le haut pour le leadership. Je dis souvent, le manager doit gérer l'agenda de ses équipes, le sien bien sûr, mais aussi un peu celui des patrons. C'est un rôle extrêmement complexe en fait. Il est vraiment entre le marteau et l'enclume. Il y a une statistique qui est assez dramatique, qui vient de Gallup de mémoire, qui dit que 50% des collaborateurs estiment que leur manager les aide pas à se développer personnellement, ne les aide pas à grandir. Donc finalement, avec le Covid, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause assez structurelle du rôle du manager par les collaborateurs eux-mêmes qui se disent, bah, écoute, si tu m'aides pas à me grandir, il n'y a pas de raison que je réponde positivement à tes demandes, au-delà de celles qui sont strictement nécessaires pour l'exercice de mon travail? Si, complètement. C'est une des motivations fondamentales dans le travail, c'est continuer à acquérir des compétences, développer ses talents, mettre ses talents au service de l'organisation, avoir de la reconnaissance pour ça. Gallup a aussi montré que l'engagement en France était de moitié de celui qu'ils mesurent aux États-Unis. Ils ont 12 critères, ils font des mesures récurrentes. Donc on a ce sujet en particulier en France. Et le développement personnel, professionnel dans le job fait partie des missions du manager. Donc, depuis le Covid, avec cette distance qui s'est installée, peut-être on est moins attentif aussi dans les organisations à apprendre, à continuer à se développer. Et c'est vrai qu'il y a un effort encore plus important qui est mis sur les formations, mais on a encore plus de mal à avoir la bonne présence et le bon engagement dans les formations aussi. Mais la meilleure des formations, c'est sur le job quotidien. C'est en faisant et en changeant les manières de faire qu'on apprend le plus. Donc, Alors, quels sont ce nouveau rôle? Alors, quels sont les nouveaux rôles du manager post-Covid? Alors, il est encore plus animateur qu'avant, puisque avec le télétravail, le travail à distance, on voit bien les bureaux de coworking qui sont vides à Paris. Il est animateur encore plus qu'avant. Donc, animer des équipes qui sont à distance, c'est quand même beaucoup plus délicat que quand on peut se réajuster facilement d'un regard ou d'une bonne parole échangée autour d'une machine à café. Il a réinventé les manières de créer ce lien social, le fameux affectio societatis, hein, qui est l'attachement à l'entreprise. Et c'est un autre oui, c'est un autre mixte de compétences et de savoir-faire. Donc, il est encore plus animateur, il doit être agent de liaison, il doit être attentif aux demandes des personnes qui sont pas toujours exprimées, parce que quand on est à distance, eh ben, on garde un peu son problème pour soi, plus que quand on est au bureau. Et là aussi, l'absentéisme aurait, chez les jeunes de moins de 30 ans, augmenté de 50% depuis le Covid. C'est une compagnie d'assurance qui mesurait ça. Donc, on voit bien cet enjeu macroéconomique aussi, qui est de recréer du lien. Dans une expérience passée, je disais vaincre la distance. J'avais des équipes réparties dans 10 pays et un des challenges qu'on avait, c'était rester unis dans l'action, dans le temps, dans la manière de développer nos affaires avec nos clients, malgré cette distance. Et aujourd'hui, cette distance, elle s'est installée, que ce soit entre Paris et les autres villes de France ou même à l'intérieur de Paris. Donc, comment on joue, comment on danse avec la distance. Dans le coaching, on aime bien ces notions de dynamique. Donc, comment on en fait un atout finalement? Ça s'est installé dans le paysage, le télétravail fait l'objet d'accords dans les entreprises. Bon, comment on adapte nos rituels, nos rendez-vous hebdomadaires, quotidiens avec cette distance? On voit bien, on travaille à distance tous les deux. C'est pas la même expérience que quand on est
à distance. Et le digital ne remplace pas tout, mais il agrémente ce travail. Il permet de réinventer des rituels. Et là aussi, il y a des avantages ou des risques et des opportunités. Et souvent, on se dit, bah, j'ai envoyé le mail, j'ai fait le job. Non. Quelle est l'accusé de réception? Comment on avance? Est-ce que ce que je mets dans les outils SharePoint ou autres est convergent ou divergent? Là aussi, on pourrait faire une belle analogie avec le rugby, où les valeurs de respect sont extrêmement importantes. Là, pour le coup, on est sur le même terrain. Il n'y a pas cet enjeu de distance, mais il s'agit que l'action soit convergente. C'est très intéressant, ces analogies avec le sport. Et donc, notre manager aujourd'hui doit réconcilier des paradoxes qui sont encore plus marqués qu'ils ne l'étaient il y a encore 5 ans avant l'ère du Covid. C'est le demi-mêlée qui va s'assurer que dans un mall, tous ses équipiers poussent dans la même direction ou déroulent sur la droite ou déroulent sur la gauche de façon coordonnée alors que tout le monde a la tête entre les cuisses de son voisin, quoi. Exactement, exactement. Alors, ça demande beaucoup de lucidité. ça fait finalement beaucoup de missions pour le manager. Et ce qui est, quand on parle à nos clients, un des feedbacks qu'ils nous disent, c'est que finalement, les managers se sentent submergés parce qu'ils ont toutes leurs anciennes missions, des processus. Alors, on travaille beaucoup dans la banque, dans l'assurance, il y a les formations réglementaires, là, il y a les fameux KYC, Know Your Customer, où il faut demander à tous les clients plein d'informations à noter dans les outils. Il y a bien sûr toute la collecte, enfin le business, donc les collectes d'assurance vie en unité de compte, etc. C'est des process dont le manager est responsable, comme dans une usine un peu. Et puis tout d'un coup, il y a des transformations et le manager, il doit à la fois être garant de la bonne exécution des processus métiers comme il le fait depuis 10 ans, et puis maintenant, on lui demande aussi d'animer cet affectio societatis dont tu parles, de créer du lien, de coordonner les gens à distance, etc. Est-ce qu'on n'en met pas trop sur le dos des managers et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de les submerger? Alors, le manager ne se submerge pas tout seul, il est submergé par un système. Et si on mise que sur le manager et qu'on n'agit pas sur le leadership, sur les outils, sur l'environnement de travail en général, on lui met effectivement trop de choses dans son sac à dos, ce qui peut effectivement l'amener à vouloir s'arrêter à un moment donné. Donc, là, on touche des sujets extrêmement sensibles dans les organisations qui sont même les risques psychosociaux. Donc, le bon antidote, on peut faire tout ce qu'on veut après dans les cellules de crise et l'accompagnement. Le bon antidote, c'est de travailler l'équipage et l'équipement du manager. L'équipage, c'est l'équipe, c'est le leadership et c'est le manager entre tout ça. Comme tu as dit, il est entre marteau et enclume. Mais c'est aussi équiper le manager pour qu'il ait le recul, qu'il puisse gérer son effort et agir correctement sur le système. S'il prend tout à cœur et qu'il veut tout faire lui-même, effectivement, il a à refondre et à optimiser les process, il a du reporting à faire, il doit animer l'équipe, c'est trop. Donc, c'est pas trop s'il a conscience de tout ça et s'il y a ce jeu d'équipe autour. Voilà. Donc, la notion de système est très intéressante pour repositionner le manager dans son rôle clé. Alors, ensuite, les choses évoluent aussi parce qu'on investit de plus en plus dans le manager. Avant, c'était un métier, on devenait manager parce qu'on était un super expert d'une certaine technologie ou d'un certain métier, d'un certain processus. Aujourd'hui, le manager intègre des compétences ultra variées. Il en fait un métier, une profession à part entière. Il est sachant sur un certain nombre de disciplines, mais il n'est pas omniscient. Et donc, le fait de mieux intégrer ça, et de dire finalement il est chef d'orchestre sur tout un tas d'instruments, le repositionne aussi. Mais il est chef d'orchestre aussi, c'est-à-dire qu'il doit aussi avoir l'autorité. Donc le leader doit lui donner l'autorité pour qu'il puisse aussi façonner l'équipe au fur et à mesure de l'évolution en fait de ses enjeux, de son contexte et des performances attendues. On voit dans certaines entreprises, notamment des entreprises de la tech américaine, que le rôle du manager est éclaté entre plusieurs rôles. Il y a le rôle de l'accompagnement hiérarchique, responsable de l'évaluation, de l'avancement, etc. Et puis il y a des rôles de coach spécialisés
qui viennent se greffer et qui ont aussi des rituels tous les 15 jours, tous les 3 semaines sur des thématiques spécifiques. Comme si on réalisait que finalement le manager avait maintenant beaucoup trop de missions et que ces missions, il fallait qu'elles se répartissent entre différentes personnes qui ont une capacité de formation, de coaching, voilà, sur des thématiques très précises. Alors, si on est dans une organisation classique qui ne va pas jusqu'à éclater le rôle du manager en plusieurs fonctions, en plusieurs personnes, comment est-ce que maintenant on doit redéfinir l'excellence managériale? Il y a finalement peu d'entreprises qui ont une vision très, très claire, en tout cas très bien communiquée pour les managers, ce que les managers disent, sur ce que c'est que l'excellence managériale. Comment est-ce qu'il faut redéfinir cette excellence managériale? Alors, si on mesure l'excellence managériale par les résultats, c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile parce qu'un manager peut très bien faire son job et être en désaccord avec certaines sensibilités de certains de ses coéquipiers ou de certains de ses subordonnés. Donc, moi, j'irais plutôt sur les moyens, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques, les bons rituels qui sont mis en place par le manager dans son équipe. Les feedbacks, les réunions hebdomadaires. Parfois, puisque tu évoques le coach transversal, comment on organise des sprints, des scrums, toute cette notion d'agilité dans l'entreprise. C'est aussi le rôle du manager d'animer en fait ces bonnes pratiques. Donc, si on déplace en fait la mesure de l'excellence managériale sur la mesure de ces temps forts, de ces rituels, on change un peu la perspective et on est sur l'obligation de moyens et non plus sur l'obligation de résultat parce que ça dépend de tout le système. Et on s'érigerait en juge si on mesurait l'excellence managériale par le résultat sur l'ensemble du système. C'est toute la difficulté en fait. Là, je vois beaucoup de nos clients, de COMEX chez nos clients qui vont dire ah mais alors si on arrête de mettre le focus sur le résultat et qu'on met uniquement le focus sur les moyens, on va perdre en productivité et ça va être dramatique. J'ai fait sur l'excellence managériale. Hein. Après, il y a bien des mesures de résultats sur le business et bien sûr, c'est le truc du manager, à la fois orienté résultat et orienté relations humaines. Mais s'il veut agir sur l'efficience de son dispositif et de son équipe, c'est bien par les méthodes qu'il va y arriver. Tout à l'heure, tu disais en fait c'est très processé. Oui, il y a beaucoup de process dans toutes les organisations. Alors plus dans l'industrie que dans le tertiaire où il y a encore besoin peut-être de s'inspirer de méthodes industrielles et d'avoir des équipes méthodes pour penser la manière de travailler ensemble et de progresser ensemble. Mais il y a bien des indicateurs de résultats opérationnels du business et puis des indicateurs qualitatifs pour développer l'agilité collective, l'intelligence collective. Et ça passe par des méthodes. Tu vois, combien de groupes de co-développement se font pour une équipe donnée? Combien de groupes qualité se font? Si on fait l'analogie avec l'industrie, qu'est-ce qui permet de repenser le travail? De même, dans une transformation, on sait très bien que si on n'alloue pas de temps et d'énergie à une transformation, l'homéostasie, les résistances naturelles du système vont prendre le dessus et rien ne bouge. Et on s'épuise en fait. Donc c'est une question en fait de savoir-faire et de savoir-être pour piloter cette performance avec des résultats business et des résultats qualitatifs sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, l'engagement des collaborateurs, la dynamique collective qui revient finalement au sens premier du travail, qui est de se réaliser ensemble, de réaliser quelque chose ensemble. Alors, j'aimerais qu'on profite avec tous nos auditeurs de ton extraordinaire expérience dans des différents secteurs pour prendre des cas concrets, des cas de dysfonctionnement de management les plus fréquents auxquels tu as été confronté dans tes différentes expériences à travers des industries. Alors, tu connais bien l'industrie du retail, l'industrie de la presse. Finalement, est-ce que tu as quelques exemples concrets à nous partager sur voilà, des dysfonctionnements assez récurrents et puis après, on discutera de comment les dépasser. Et alors, chaque secteur a un peu ses qualités. Par exemple, le retail, c'est la vitesse. Donc, chaque jour crée son lot de surprises. C'est très réactif. La presse, c'est une culture de dialogue, de discussion très poussée. Le débat, la dialectique sont très, très présents. Sur l'industrie, c'est très processé, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus hiérarchique aussi, un peu plus top-down, boomer, comme diraient certains aujourd'hui. Après, il y a les qualités et les défauts qui sont associés.
Donc, chacun peut inspirer l'autre. Les dysfonctionnements qu'on trouve souvent, c'est bien sûr les silos, c'est-à-dire on attend de l'autre qu'il fasse le job. Il y a un très joli film qui s'appelle Living, qui est sorti fin d'année dernière, qui est une administration et une équipe s'est installée dans un fonctionnement où finalement on se passe les plats, mais on fait plus le pas d'aller voir les autres. Et c'est comme un peu une catharsis, un éveil à un moment donné, où ils réalisent que en fait on peut faire beaucoup mieux et que c'est très plaisant finalement de faire un pas de plus, d'aller vers les autres. Donc vaincre la distance à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi dépasser les silos et créer de la convergence, faire le petit pas de plus qui change tout en fait dans la vie de tous les jours, dans l'efficience collective. Alors ça, c'est vrai un peu partout, mais je suis surpris que souvent dans les ETI ou les PME, le management finalement est un peu plus, j'ai envie de dire, gracieux, c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'attention parce que tout est beaucoup plus réactif, tout se voit beaucoup plus vite. Et à ta question, j'avais envie de répondre spontanément. En fait, le grand dysfonctionnement, c'est pas de voir les conflits, de pas savoir les prévenir et de tomber dans le piège de la justification, de chercher à convaincre l'autre, alors que ça sert à rien. En fait, c'est ok de pas être d'accord, mais il y a un job à faire, il y a une mission à accomplir, et c'est ça qui prévaut. On peut ne pas être d'accord sur les partis pris, du moment qu'on en a parlé et qu'il y a du respect, et que chacun est bien clair sur la place qu'il occupe dans l'organisation, et que cette place est juste parce que les personnes ont leur légitimité, ben c'est ok qu'il y ait des arbitrages dans une entreprise. C'est ok qu'à un moment donné, on ne puisse pas satisfaire tout le monde, mais l'essentiel, c'est que les équipes s'y retrouvent quand même dans la durée. Donc, le jeu et le nous, comme on dit dans le coaching, sont extrêmement importants. Mais le piège fondamental, c'est de vouloir éviter à tout prix les conflits. On les planque et finalement, ça finit que. Donc, je pourrais même dire, en fait, il y a du bon derrière le conflit. Mais il ne s'agit pas de juger un comportement parce qu'on ne sait rien finalement des motivations profondes des uns et des autres. Donc, ça demande aussi beaucoup d'humilité. Et c'est ça aussi le paradoxe du manager. À la fois, il s'engage beaucoup et on lui demande d'être ambitieux, exigeant, et en même temps, on lui demande beaucoup d'humilité. Et c'est pareil, ça se reproduit au niveau des équipes. Donc, il y a quelque chose de fantastique à explorer ces zones un peu d'ombre dans les organisations et à éviter les pièges des conflits. En préparant cette masterclass, tu me disais finalement aujourd'hui avec cette injonction de bienveillance permanente, bienveillante exigence ou exigence bienveillante, les managers osaient plus aller au front, allaient plus oser au conflit et que finalement beaucoup de problèmes étaient mis sous le tapis. Oui, ben quand on planque la poussière, on sait bien ce qui se passe. Hein, elle s'accumule et puis on va de déconvenu en déconvenu. Et ça crée beaucoup de démobilisation, voire d'autres maladies professionnelles. Donc, nommer et savoir créer la petite impulsion qui va bien pour redonner une dynamique positive, ça suppose ce qu'on appelle dans le coaching de la confrontation. Alors, qu'est-ce que c'est que la confrontation? Parfois, ce mot est un peu repoussoir, mais on met tous des sens différents derrière les mots. Dans le coaching, la confrontation, c'est se challenger par rapport à des règles qui sont partagées. Alors, que faut-il pour que les règles soient partagées? Qu'elles soient co-construites. Je suis toujours surpris quand on aborde la question des valeurs dans l'entreprise. Parfois, elles sont affichées, ça fait très joli. On dit, mais c'est vivant. Bah, bon, ça fait longtemps qu'elles sont là. Qu'est-ce que vous en faites? Bah, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc, les valeurs servent parce qu'elles guident les comportements. Encore faut-il s'y confronter, se challenger par rapport aux valeurs qu'on a co-construites. Pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient co-construites. La ponctualité, l'assiduité, parfois la confidentialité, c'est des règles de structure. Et puis après, on va rajouter des règles d'évolution pour que l'équipe puisse continuer à progresser et que tout le monde puisse contribuer et se développer à l'intérieur d'un cadre donné. Il y a plein de choses derrière tout ça, mais c'est passionnant. Il y a quelques semaines, on recevait dans les masterclass Laurent Combalbert, qui est l'ancien négociateur en chef du RAID, qui nous disait le conflit est indispensable à la résolution d'une crise. Parce que c'est dans le conflit, c'est en allant au conflit qu'on va aider le forcené, etc., à exprimer ce qu'il veut. Et tant qu'on n'est pas allé au conflit, on n'a pas la vérité de ce qu'il ressent et de son il a vraiment besoin. Donc, il explicitait le conflit comme une étape nécessaire vers la résolution d'un problème. Oui,
Et c'est génial ce qu'il fait Laurent. Moi, j'ai profité de ses formations aux négociations complexes et je m'en sers beaucoup dans la manière de conduire le changement parce que c'est un peu les mêmes ressorts. Le négociateur du RAID doit toujours garder le lien malgré tout, malgré toutes les difficultés qu'il peut rencontrer et les jugements qu'il peut émettre et qui sont pour le coup légitimes là, dans les situations qu'il rencontre. Mais le conflit en entreprise, c'est bien de l'aborder en tant que tel. Et dans les processus de transformation, ça c'est un référentiel que tu connais bien, Roland, aussi, le fameux forme, storm, norm, perform. Merci, tu m'aides. Le storm, c'est aussi du conflit quelque part. Donc, il y a des jeux de pouvoir, eh bien, c'est bien de les expliciter et de se redire la manière dont on veut travailler, y compris avec un conflit. Pour jouer sur les mots, on pourrait dire le conflit, c'est pas lourd, à condition de le nommer et de jouer avec là aussi. Et sortir d'une crise, c'est dépasser des relations qui peuvent être conflictuelles. Bien sûr qu'il y a des enjeux de pouvoir dans les entreprises et que ça peut créer des conflits, c'est normal. C'est la vie des entreprises, des organisations. Alors là, on commence à aborder quelques clés pour avancer avec ces managers. Ce que j'aimerais maintenant, dans cette dernière partie, c'est de parler de programmes de leadership. Les auditeurs qui nous écoutent, c'est des dirigeants, des directeurs commerciaux, des managers. J'aimerais qu'on les aide, qu'on leur donne quelques clés à travers ton expérience. On a parlé beaucoup ces 10 dernières années de symétrie des attentions. Occupe-toi de tes commerciaux comme tu aimerais que tes commerciaux s'occupent de tes clients. Finalement, aujourd'hui, la nouvelle symétrie des attentions, c'est plutôt une symétrie des attentions internes. Occupe-toi de ton manager comme tu aimerais que ton manager s'occupe de tes collaborateurs. Donc, en tant que leader, comment est-ce qu'on peut accompagner les leaders les managers dans leur nouvelle mission? Comment est-ce qu'on accompagne cette transformation du rôle managérial dont on a parlé? Alors, la symétrie des attentions, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une autre façon de parler du système. Si je m'occupe bien de mes managers, ils vont bien s'occuper de leurs équipes, en tout cas au mieux de ceux qui sauront faire. Et de même, si je m'occupe bien de mes équipes de vente, elles vont bien s'occuper des clients. Il y a un joli livre là-dessus, People First, Customer Second, édité par un ancien CEO indien. Il y a plein de trucs et astuces pour réussir ça. Un programme de transformation et de développement des capacités managériales, pour moi, c'est d'abord très pratique, c'est-à-dire que on va apprendre avec ce qui se joue dans l'entreprise et des objectifs de court terme. Il n'y a rien de mieux que d'utiliser des nouvelles façons de faire pour développer la performance. J'apprends mieux à jouer au tennis sur un cours de tennis. J'apprends mieux à jouer au tennis en tapant la balle. Et puis, je ne vais pas tout changer d'un coup non plus. Donc ça, c'est l'approche constructiviste, c'est-à-dire j'avance pas à pas et je fais un design de programme qui amène les bons outils selon les problématiques. Donc, c'est pas standard, c'est fait sur mesure en fonction des défis auxquels les équipes sont confrontées. Après, ce qui est souvent très satisfaisant et qui crée de l'engagement du coup pour apprendre, c'est que les professionnels, les managers, les leaders aient du temps pour échanger et se rendre compte qu'on a un peu les mêmes difficultés et qu'il y a des trucs qui marchent, parce qu'on, bien sûr, il y a moult façons de faire. Eh bien, on s'enrichit de la rencontre avec l'autre. Ça, c'est très important d'allouer du temps aussi à l'échange. C'est le co-développement, c'est le co-coaching, et c'est amener des façons de faire et permettre aux personnes de les expérimenter. Et puis après, il y a le fameux ancrage, c'est-à-dire que si j'expérimente une fois, deux fois et qu'après je laisse tomber, c'est pas ça, développer des bonnes habitudes et bouger la culture managériale. Donc les bonnes pratiques, ça demande du temps pour expérimenter, ça demande du temps aussi pour les installer dans le quotidien et en faire des bonnes habitudes. Donc si j'arrête au bout de 15 jours ce que j'ai découvert dans 2 journées de développement du manager ou du leadership, ça suffira pas. Donc il y a aussi après comment je mesure, comment je reviens sur ma bonne pratique, comment je l'installe, comment je la déploie, comment je m'ajuste au fur et à mesure. Donc c'est à la fois des séances avec des apports, de la mise en pratique, des résultats concrets sur ce qui se joue dans l'entreprise, pour l'équipe sur des résultats opérationnels,
et en même temps une réflexion après sur la manière de revisiter ce qu'on a appris et comment on l'a mis en place surtout. C'est ça qui compte, c'est la mise en place. Un collègue qui disait toujours savoir sans faire, c'est ne pas savoir. Donc tout est dans le faire. Alors, il s'agit de jouer, il s'agit d'expérimenter, d'apprendre, et puis d'être à la fois volontaire et humble sur les manières de faire. Puis c'est des outils parfois très simples, hein. Le feedback, faire un bon feedback puissant, c'est un certain nombre de réflexes et de bonnes pratiques. Poser des objectifs SMART, on considère que c'est quelque chose de simple, c'est pas si simple que ça, et ça demande là aussi beaucoup de discussions et de négociations pour revenir sur ce terrain-là. Après, il y a des savoir-faire qui sont un peu perdus. Conduire des réunions, c'est des choses simples, c'est souvent par là qu'on commençait quand on devenait consultant. Moi, avant Arthur Delito, j'avais une époque Bossard consultant, on avait des formations formidables sur la conduite de réunion. Parce que tout se joue là aussi. La qualité du lien, c'est aussi la qualité des meetings et la qualité de ce qu'on produit ensemble. Avec deux questions fondamentales, hein. On a bien travaillé et puis on a le résultat qu'on veut. Et comment on travaille mieux la prochaine fois, l'envie de revenir autour de la table. C'est aussi ce qu'on fait dans les séances de coaching. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce que vous auriez envie de continuer à travailler la fois d'après. Donc, c'est apprenant en ce sens-là qu'on avance pas à pas et qu'on revient toujours sur les forces et ce qu'on a envie de continuer à apprendre ou à rajouter aux bonnes pratiques. Donc, une prise de conscience, on veut travailler sur cet engagement managérial, une politique des petits pas pour dire on va pas faire la révolution tout de suite, mais on va co-construire ensemble un chemin pour faciliter la vie du manager, peut-être le décharger d'une partie de ses missions pour le recentrer autour du coaching et du développement de ses collaborateurs. Et puis ce que tu dis, c'est la mise en place de rituels structurés qui peuvent être outillés, et là bien sûr incentiver la plateforme qu'il faut, mais voilà, qui permettent de donner aux managers des supports de coaching, d'accompagnement pour inscrire cette réflexion dans la durée, hein, c'est ça? Absolument. C'est dans la durée et c'est dans la pratique qu'on développe les bonnes habitudes et les bons réflexes de management. S'il y avait une ou deux compétences à développer, spécifiques, nouvelles pour les managers, lesquelles est-ce que tu retiendrais? Alors, c'est l'écoute active, c'est la confrontation qui est assez vaste et qui dépend beaucoup des situations, mais c'est un champ à investiguer, je pense, ou l'assertivité, c'est-à-dire cette double attention aux résultats et aux personnes. Quand on discute avec les responsables RH ou responsables de l'engagement dans l'entreprise, ce qui ressort souvent, c'est que le vrai facteur différenciant, c'est l'attention aux personnes, c'est la manière dont le manager ou le manager de manager est proche. C'est écouter, c'est prendre en compte les vrais irritants et créer une dynamique de progrès. Donc l'écoute active, les feedbacks et l'assertivité sont des bons outils pour ça. Une seule compétence, c'est extrêmement difficile, Roland. C'est une question compliquée de choisir une seule compétence à développer. Mais autour de l'assertivité, je pense que de la confrontation, il y a un champ très intéressant Oui. Qui vient compléter cette grande injonction dont on parlait tout à l'heure de bienveillance qui est bien sûr nécessaire, mais qui doit donc maintenant s'accompagner aussi de cette dynamique. Finalement, le manager reprend son rôle de leader, quoi. Ouais. Il est plus juste le La contrôleur bienveillance, c'est mon process, quoi. ouais, une question aussi de situation. Et la bienveillance pour des professionnels, c'est aussi de l'exigence. On pourrait le formuler comme ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as évoqué, il y a le goût d'apprendre, le goût de progresser. Si je me développe pas, je vais pas trouver mon compte dans l'organisation. Donc, ce besoin de se développer, c'est aussi par l'exigence. Et j'aime souvent dire qu'il n'y a pas de bien-être durable s'il n'y a pas de performance, et il n'y a pas de performance durable s'il n'y a pas de qualité de vie au travail et de bien-être. Donc, ça marche ensemble en fait. Alors, c'est des réponses qu'on n'aime pas parce que elles sont pas simples, elles sont même un peu paradoxales. Mais il n'y a pas de réponse simple à des sujets aussi complexes que cette qualité de vie au travail et cette performance durable.
Alors le dernier sujet, parce qu'on arrive à la fin de cette demi-heure, ça passe beaucoup trop vite. Le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'animation de la communauté managériale. Tu parlais tout à l'heure, très justement, d'échanges, de partage. Voilà. Comment est-ce que, dans ton expérience, tu as vu des entreprises développer, ou toi, tu as développé avec succès, une animation de cette communauté managériale pour faciliter les partages horizontaux et puis l'enrichissement mutuel? Alors, c'est une très bonne question. La différence entre une communauté et un groupe de travail. Le groupe de travail, il est dans l'efficience, il recherche l'efficacité, et la communauté, elle se donne un espace pour inventer quelque chose de nouveau et grandir ensemble. Dans une communauté, on prend soin les uns des autres. On n'est pas que dans un résultat à court terme. Pour moi, ce qui marche, et ce qu'on a développé souvent avec les organisations attentives à cette question-là, c'est se donner du temps avec des managers qui n'ont pas du tout les mêmes histoires, mais qui vont être très complémentaires, pas trop nombreux, 5, 7, pour bien se connaître au fur et à mesure des échanges, et puis une précision du processus, parce que le temps est extrêmement compté, donc l'animation demande à être très précise, et petit à petit, des rôles tournants, c'est-à-dire que chaque manager prend sa responsabilité, peut-être de 6 mois en 6 mois ou d'une année sur l'autre, pour faciliter le travail de la communauté. Et c'est des règles du jeu, c'est-à-dire que une communauté fonctionne bien si les règles sont partagées, co-construites, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on partage bien les bonnes intentions. Si j'ai la vision et la régulation du travail en équipe, la régulation que je peux avoir parce que j'ai les règles du jeu, à ce moment-là, je peux vraiment développer de la puissance. Dans le coaching, on dit c'est coprotection, co-responsabilité. On se donne la permission de dire ce qu'on veut dire parce qu'on sait qu'il y a un cadre confidentiel, et ça donne de la puissance. Donc c'est coprotection, permission et puissance. Dans des cadres qui respectent aussi de la confidentialité, c'est-à-dire comme dans un coaching classique de dirigeant, à un moment donné, la DRH donne les clés et crée un espace, facilite un espace qui appartient au manager. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est des réponses partielles parce qu'on est pris par le temps. Donc, animer la communauté, des règles partagées, des intentions partagées, bien sûr, des règles de confidentialité, ce qui n'est pas facile pour un leader de se dire que les managers vont pouvoir discuter entre eux sur des sujets sans y être forcément conviés. Paul, un immense merci pour ce partage. C'était merveilleusement riche. Quelques ouvrages que tu as sélectionnés pour aller plus loin. Peut-être que tu veux nous les commenter. Se vouloir du bien et se faire du mal. Philosophie de la dispute de Maxime Revers. Oui, c'est un très bel ouvrage que j'ai dévoré il y a 1 an et qui décortique très très bien en fait à la fois les bonnes volontés et aussi ce qui peut se passer dans les relations humaines qui amènent des conflits et comment en sortir. Donc c'est très inspirant et ça fait bouger. Donc je recommande. Les 10 bonnes raisons d'aller marcher Alors de ça Thierry c'est Malray et de Marianne Malray. oui, ça c'est très pratique. Thierry Malray, c'est quelqu'un qui intervient à très haut niveau dans le conseil aux dirigeants et qui a développé des séminaires en marchant au-dessus dans les montagnes autour de Chamonix. Et dans ces 10 bonnes raisons, il évoque à quel point c'est puissant, c'est très simple, c'est accessible pour tout le monde et marcher donne du recul aux dirigeants, aux managers. C'est bon pour la prise de décision, c'est bien sûr bon pour la santé, c'est bon pour la stratégie et c'est bon pour tempérer et trouver le bon rythme avec les équipes. Parce que la question du rythme, elle est assez fondamentale en fait dans les transformations et dans les échanges. C'est quelque chose qu'on développe pas assez. Quand est-ce que j'accélère, quand est-ce que je ralentis et marcher avec les bonnes pauses de temps en temps, ça permet de trouver aussi le bon rythme dans le management. Une belle analogie. Allons marcher. Et le dernier, Atomic Habits. En français, un rien peut tout changer de James Clear. Oui, c'est c'est un livre de cuisine pour développer des bonnes habitudes et sortir des schémas qui sont limitants. On parle souvent des croyances limitantes, des plafonds de verre, mais assez peu des recettes. Et ce livre est très pratique
et permet de développer de bonnes habitudes. Une citation de ce bouquin, je ne sais pas si tu l'as reprise, Roland, mais une citation que j'aime beaucoup, c'est on ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, formidable, merci. On tombe au niveau de son système. Et il y a beaucoup derrière cette simple phrase. Il ne s'agit pas de tirer sur la corde, il s'agit de créer les conditions pour que la performance devienne de plus en plus durable et exponentielle. Un immense merci. Allons marcher ensemble avec nos managers. Allons les aider à se sortir de ce dilemme manager process, manager coach. Faisons pas à pas le chemin vers une réinvention de leur rôle. Merci de ton éclairage extraordinaire. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos éditeurs qui sont certainement nombreuses. Jules, est-ce que vous pouvez poser vos questions directement sur GoToWebinar dans la partie chat et Jules va nous les faire découvrir. Est-ce que Jules, on a déjà des questions de nos auditeurs? Oui, effectivement. Alors, j'ai Lise qui demande comment la technologie et l'analyse de données peuvent faciliter la vie des managers. Les données sont là pour objectiver les faits et faciliter la prise de décision. Donc, les données en tant que telles peuvent créer beaucoup de divergences. Donc, converger, c'est préparer les bonnes synthèses, faire parler les données, entre guillemets. Donc, c'est tout le rôle des data scientists, le rôle qui se développe beaucoup dans les entreprises. Les grandes entreprises investissent énormément sur leurs données. Après, ce qui compte, c'est la décision. Donc, la stratégie, donc la vision, donc l'expérience des managers et des dirigeants. La donnée ne fait pas tout elle-même. Mais c'est important de les agréger et de faciliter la vie des managers avec les bonnes synthèses. Et là, c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que pour avoir la bonne synthèse, il faut que j'ai mis de l'intention dans l'analyse des données, et ainsi de suite. Très bien. J'ai Pierre qui me demande, mon manager est désengagé, auriez-vous des conseils? Des conseils pour un manager désengagé? Alors, c'est un dialogue puissant, c'est des questions très ouvertes. Que se passe-t-il? Et on est parfois dans la frontière professionnelle-personnelle, ça demande beaucoup de tact. Et revisiter tout ce qui fait l'engagement. Donc, il y a les 12 questions de Gallup, mais globalement, c'est le sens, la suite, quels sont les irritants, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque, et encourager en fait l'expression des émotions, parce que parfois, quand on parle émotion dans l'entreprise, on a l'impression qu'on va trop dans la vulnérabilité. Non, il y a un gisement énorme d'énergie et de puissance dans le partage des émotions. Il s'agit d'être authentique avant tout. Et parfois, moi, pas plus tard que hier, un client qui me disait j'aimerais bien pouvoir garder cette personne à bord, c'est un haut potentiel. Comment faire? Proposer en fait un accompagnement spécifique, du mentorat, un coaching de pair, travailler à la carrière et parfois proposer aussi des formations. C'est des bons leviers pour retrouver de l'engagement. Parfait. J'ai Luc qui me demande, avez-vous des suggestions d'outils pour devenir meilleur manager? Ah, c'est un grand programme. Un vieux métier, mais une profession encore récente. Rencontrer des managers, discuter avec des leaders qui ont fait le chemin, pas chercher à se précipiter non plus, parce que on grandit aussi chacun à son rythme, s'inspirer, essayer des trucs, demander des feedbacks, 360 degrés, des feedbacks des subordonnés, des feedbacks de pairs et des feedbacks des patrons, sachant que personne n'a une vérité. Il n'y a pas une vérité dans les relations humaines. Il y a plein de zones d'ombre et de coins cachés, mais on progresse au fur et à mesure qu'on se confronte aux autres. C'est l'altérité qui fait progresser. C'est les rencontres qui sont des occasions de progrès. J'ai Adrien qui me demande comment motiver lors de temps difficiles comme des plans sociaux. J'ai pas compris, Jules, pardon. Comment motiver lors de temps difficiles comme des plans sociaux, par exemple? Alors, là, je crois que c'est le discours de vérité, c'est-à-dire que si on est authentique et qu'on explique et qu'on montre la difficulté, mais aussi la perspective, la bosse ou le creux à passer, on
pense que tout le monde peut comprendre aujourd'hui les impératifs socio-économiques des entreprises. Et en France, on a un droit social qui est très protecteur. Voilà, c'est la vie des entreprises d'avoir aussi des difficultés à traverser. C'est comme pour le conflit, il ne s'agit pas de se voiler la face et de faire un déni de responsabilité. C'est le dialogue, là on parle même du dialogue social. Hein, donc, le dialogue social, c'est fait pour la performance de l'entreprise et encore une fois, c'est lié aussi à la qualité de vie au travail et au bien-être. On peut toucher là des sujets sensibles, on en a un peu parlé dans cet échange, c'est les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont touchées quand on a des difficultés comme ça et des crises à traverser? Ça fait partie de la vie des entreprises. Équipage et équipement du manager, des bonnes pratiques, aller marcher ensemble, animer la communauté de ses managers, trouver avec ses managers les pas à franchir progressivement pour reconstruire, réinventer le rôle du manager. Autant de thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Un immense merci, Paul, pour ces témoignages et ces conseils très pragmatiques. Je vous remercie à tous de votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des masterclass de l'excellence. Merci, Paul. À très bientôt. Merci, Roland. Merci à vous tous.